dans la même veine un peu de cette thématique-là, qui est la relation formation-emploi, de la surqualification. On a pensé avec Mathieu, il y a 2 ans, je pense, de chercher des points de vue novatrices et originaux pour traiter ce phénomène qui, en fait, on le traite toujours avec les mêmes indicateurs et on actualise, on constate, on donne des points d'explication nouveaux en fonction de l'évolution du contexte économique. Mais il n'y a pas beaucoup de points d'entrée novatrices ou plus originaux sur ce phénomène-là. Je travaille depuis à peu près 10 ans, mais j'ai l'impression que je dis la même chose. Alors, on a pensé à étudier un peu la surqualification sur d'autres points de vue. Et juste pour la présentation, une petite introduction. Donc, je ne vais pas répéter exactement ce que Sylvain a dit, mais on voit un peu donc, cet afflux fort de diplômés. La surqualification est un phénomène, on va présenter les conséquences, mais pourquoi la surqualification? Donc, en fait, on a de plus en plus de diplômés sur le marché du travail, la démocratisation de l'enseignement supérieur, Canisius a parlé, donc il y a un phénomène générationnel, de plus en plus de jeunes moins formés sortent à la retraite et des générations de plus en plus fortes entrent sur le marché du travail, donc la surqualification, donc c'est un phénomène de remplacement. Et aussi, c'est un phénomène individuel d'aspiration, hein, parce qu'aujourd'hui, on a parlé des aspirations, tout le monde aspire à des emplois bien payés et de qualité. Dès que les aspirations des jeunes ont augmenté fortement, qui veut devenir éboueur ou je ne sais pas, préposé aux bénéficiaires, ou je ne sais pas, comme aspiration, je dis là, c'est-à-dire il y a des aspirations fortes, donc c'est un autre phénomène de nature individuelle qui a favorisé ce phénomène. Alors ici, c'est les statistiques sur l'ensemble du Canada. Sylvain les a déjà présenté. On voit donc une augmentation assez forte dans les... vous voyez un peu, c'est-à-dire depuis 2001 à 2016, je dois présenter juste 2016, donc quelques statistiques en évolution. Donc le phénomène continue d'augmenter de façon progressive, lente, mais tranquillement, mais il commence il augmente. On a parlé déjà, il y a 2 catégories. Il y a 2 catégories qui sont les plus touchées par la surqualification, parce que ce sont 2 catégories qui ont les plus grands apports à la diplomation. Donc, en proportion de la population native, les immigrants sont beaucoup plus diplômés universitaires, et aussi les femmes. L'histoire de la diplomation universitaire au Québec depuis les années 60, c'est une histoire de femmes. Hein, donc, c'est aussi un élément explicatif. Et on voit bien donc comment cette catégorie a augmenté fortement. Je parlais déjà de la part des immigrants selon les plus hauts diplômes obtenus est de plus en plus forte. Vous voyez que ils sont presque 30% là, dans le total. Et voilà, alors sur la surqualification, on a parlé un peu de ce phénomène-là, la croissance, le déplacement de la correspondance formation-emploi. Il faut dire qu'on parle ici beaucoup de surqualification, mais qu'en Europe, on parle de déclassement. Et alors, quand on présente un colloque sur les surqualifications, je fais un appel, personne ne vient parce que ce n'est pas le même phénomène. Hein. C'est-à-dire, ici, on a une approche positive de ce phénomène. En Europe, c'est une approche un peu négative, déclassée, entre déclassement. Alors, voilà, les approches, Sylvain les a présentées. La définition un peu de la surqualification aussi, on l'a présenté. L'évolution de la population active, on voit bien ici l'augmentation aussi de ce qui s'appelle la surqualification majeure, hein, parce que là c'est un phénomène qui est aussi important. La surqualification n'est pas seulement en fonction de l'étendue, mais aussi de la gravité. Et la gravité, ça peut se mesurer aussi en fonction du degré, être surqualifié 2 fois, c'est-à-dire être diplômé universitaire et occuper un emploi de type secondaire,
c'est plus grave que quand on occupe un emploi de type collégial. Et ça, c'est aussi un phénomène qui a augmenté, qui a aussi à peu près 12% chez les diplômés universitaires, parce qu'ici, c'est dans la population active. Donc, les femmes et les migrants parmi les catégories les plus diplômées. Et on voit aussi ce que Sylvain a montré, donc je répète un peu, mais c'est jamais assez. Pour bien fixer une idée, il faut la répéter plusieurs fois. Alors, les effets de la surqualification, on les a présentés un peu sur les satisfactions, turnover, etc. Mais ce qui a été beaucoup documenté, c'était la dernière, la rétribution inférieure. Hein. C'est-à-dire, c'était un des phénomènes sur lesquels on a travaillé. Alors, on a ici, au Québec et au Canada, qui l'ont envoyé, un collègue qui a publié dans un livre de 2014, il a documenté ce phénomène-là sur la rétribution. Et il montrait qu'un diplômé universitaire qui occupe un emploi de niveau technique est payé 22 $ d'heure, tandis qu'un salaire moyen de diplôme universitaire travaillant au niveau professionnel, 30 $ d'heure. Donc, en moyenne, les surqualifiés gagnent un peu 37% du mois que quelqu'un qui est adéquatement surqualifié. Donc, il y a aussi nos collègues ici, parce que Brahim, c'était un des grands spécialistes de la surqualification avant qu'il devienne directeur de l'Observatoire, mais maintenant, il va reprendre. Alors, il a fait beaucoup d'études aussi sur différents aspects de la surqualification. Et il a identifié que les surqualifiés ont quand même un petit surplus, une prime à la surqualification due au fait de leurs compétences, grosso modo. Alors, il y a d'autres études plus anciennes qui montraient aussi que les surqualifiés ont une perte de salaire de 22-26%. Donc, on se situe dans cette marge-là. Et il faut dire que, bon, cette question de la rétribution est étudiée, mais pas autant que ça. Quelques études, fait que ça mériterait aussi être creusé. Mais nous, on a décidé, on a pensé avec Mathieu, lors de notre travail, que ce qui sera intéressant pour avoir une idée plus originale, de voir les effets de la surqualification, non seulement sur les revenus d'emploi, mais aussi sur les patrimoines. Parce que Mathieu qui travaille sur les patrimoines, et à notre connaissance, aucune étude n'a analysé les rapports entre la surqualification des patrimoines, ni au niveau individuel, ni au niveau du ménage. Parce que notre deuxième point d'originalité, pour dire comme ça, c'est de travailler sur les patrimoines, mais de prendre une communauté d'analyse, de mesure, de phénomènes, non pas l'individu, mais le ménage. Et ça, parce que ça joue beaucoup. Quel type de ménage on est, on a vu un peu avec l'étude que Sylvain a réalisée, comment la surqualification joue selon les types de famille, de ménage célibataire avec enfants ou pas d'enfants. Donc nous, on est parti un peu plus loin pour voir un ménage qui est non surqualifié, surqualifié, on est surqualifié, deux sont surqualifiés, on est immigrant, d'autres pas immigrants. Donc on a fait une étude. Donc l'idée originale, c'était changer d'unité de mesure. Donc l'objectif de l'étude, c'est d'analyser la pénalité économique de la surqualification au Canada en focalisant sur les patrimoines et en prenant comme unité de mesure l'individu et les couples. C'est-à-dire, on les a pris les deux. On a fait, ici, on a 4 hypothèses, mais dans le chapitre du livre, on a 5. En fait. Et donc la première, la pénalité économique de la surqualification en termes de revenus se traduit aussi par une pénalité dans le temps de patrimoine. Deuxième, la pénalité économique en termes de patrimoine est mitigée ou médiatisée en français par le nombre de personnes surqualifiées dans les ménages. Troisième hypothèse, la pénalité économique en termes de patrimoine est plus élevée pour les immigrants surqualifiés et la pénalité économique en termes de patrimoine est pire pour les femmes. Donc, je pense que je vais laisser la parole à mon collègue. Parfait. Merci, Mathieu. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, c'est Mathieu Lizotte. Je suis professeur de sociologie à l'Université d'Ottawa. Alors, comme Mircea vous a dit, c'est ça, nous, essentiellement, on a voulu montrer c'est quoi la pénalité économique
de la surqualification en termes de patrimoine. Okay? C'est ça l'originalité, si on veut, c'est ça qu'on a voulu montrer. Bien sûr, je dois dire que je ne suis pas un spécialiste de la surqualification en question. Hein. C'est vraiment une collaboration. On a apporté on a fusionné nos deux champs d'expertise. Moi, c'est le patrimoine, l'endettement. Mircea, c'est la circulation, entre autres. Alors, voilà. Alors, essentiellement, pour le faire, ce qu'on a fait, c'est une régression linéaire multiple. Et on a séparé notre population en deux. Okay? D'une part, je devrais mentionner qu'on a travaillé avec l'enquête de la sécurité financière. C'est, en l'occurrence, l'enquête la plus appropriée pour le patrimoine financier au Canada. Okay? C'est plus ou moins la seule. Et la meilleure. Voilà, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, pour cela, je ne m'attends pas de critiques par rapport au choix de l'enquête. Quoique, on peut toujours travailler avec la DAL et faire des imputations, calculer sur le revenu des gains de capitaux, des choses comme ça, mais là, ça ne va jamais être aussi précis que ça. C'est vraiment la base de données la plus appropriée. C'est une base de données transversale. Malheureusement, il n'y a aucune enquête qui traite le patrimoine de manière longitudinale. C'est pas évident, c'est quoi le patrimoine, parce que moi, je suis dans le domaine depuis longtemps, finalement. C'est vraiment la valeur nette, si on veut. Des fois, on peut dire épargne, mais c'est vraiment la somme des actifs à laquelle on soustrait la somme des passifs. Okay? Alors, et cette enquête nous permet de le faire en grand détail. Là, finalement, il y a 28 types d'actifs qui va finalement de votre argent dans votre compte en banque, qui va à la valeur de votre immobilier, résidence principale, secondaire, et ainsi de suite. Et dans les passifs, il y a comme 11 types de passifs, qui va de l'hypothèque, finalement, à si vous devez de l'argent au fisc. Y compris la dette d'études. Et les dettes d'études, bien sûr, évidemment. Alors, on a fait 2 séries de régressions. Pourquoi? C'est parce que finalement, quand on travaille avec le patrimoine, un des problèmes, si on veut, la surqualification, c'est un phénomène individuel, bien sûr, mais le patrimoine, c'est pas évident parce que les enquêtes qu'on a, c'est vraiment l'unité d'analyse, c'est vraiment le ménage. Hein. Et dès lors qu'on est en ménage, selon Statistique Canada, c'est incapable pour nous de départager quelle part de la maison, est-ce que l'homme, est-ce qu'il possède 50% de la maison, 60%, on ne sait pas qui a contribué à la mise de fonds, et ainsi de suite, on ne peut pas le départager. Alors, on a séparé ça essentiellement en 2 populations, les célibataires ou les couples avec seulement un revenu et les couples à 2 revenus. Voilà. Bien sûr, la distribution de patrimoine est vraiment pas normale. On a fait une transformation népérienne pour la normaliser. Dans l'article, on est en train de travailler en ce moment. Ça, c'est classique, hein, de faire une transformation log, finalement, de la variable dépendante. Dans l'article qu'on travaille, on va utiliser une régression gamma, finalement, parce que la distribution de patrimoine correspond beaucoup plus à une distribution gamma. Cela étant dit, on va arriver à des résultats et des estimations assez similaires. Il y a toujours un peu des compromis entre le biais et la variance. Voilà. Alors, c'est comme Mircea a dit, on a utilisé l'approche objective, que d'ailleurs Sylvain a bien documenté. Hein, c'est l'adéquation finalement avec le poste qu'on occupe et le degré de scolarité nécessaire et bien sûr le niveau de formation qu'on a. Alors voilà, alors je vais vraiment sauter dans les résultats finalement. Commençons un peu avec des statistiques descriptives. Okay? Alors c'est vraiment des médianes brutes, okay, entre les catégories. Alors on voit que juste brutement là, si on est surqualifié, en effet, il y a une grande pénalité patrimoniale. Les surqualifiés ont une médiane de 75 000 en termes de patrimoine, comparativement à 365 000 pour les gens qui n'en sont pas finalement en état de surqualification. Bien sûr, c'est des données brutes. Là, hein. La différence ne va pas être aussi phénoménale parce qu'on ne contrôle pas pour l'âge, entre autres, et ainsi de suite. Mais c'est pour vous donner une ordre de grandeur. Si d'ailleurs ces médianes vous semblent particulièrement élevées, c'est parce que c'est vraiment la population finalement canadienne des gens qui ont au moins un baccalauréat. Okay? Bien sûr, le patrimoine médian est beaucoup plus bas dans la population générale. Okay? Alors, regardons, oui, vitement, finalement, c'est quoi nos variables de contrôle? Autre que la surqualification, on a le sexe, bien sûr, le niveau de scolarité, le statut d'immigration, province de résidence,
composition de la famille, âge, dette d'études, et ainsi de suite. Là, c'est juste pour, bien sûr, on a introduit les variables en bloc. C'est juste pour vous donner une idée que finalement, quand on arrive au modèle final, on arrive avec un modèle assez puissant qui explique 43% de la variance. On peut aussi discuter à la fin de quel facteur fait partie de la variance inexpliquée. Hein? Même si ce n'est pas nécessairement l'ordre de... Ça ne fait pas partie de nos objectifs, c'est quand même toujours intéressant de voir finalement c'est quoi cette partie inexpliquée. Voilà. Alors, grosso modo, c'est quoi le grand résultat? Si on veut au niveau individuel, vu que j'ai fait la transformation log, vraiment la colonne à regarder, c'est la dernière. Et ça va être des différences de patrimoine en termes de pourcentage. Okay? Alors, essentiellement, le fait d'être surqualifié, toutes choses étant égales par ailleurs, donne une pénalité patrimoniale de 66 okay? Ce qui est vraiment considérable. Alors, et ça a de l'allure dans un sens, parce que quand on a fait cette hypothèse que, bien sûr, que la pénalité de revenu allait se traduire en pénalité patrimoniale, c'est un peu évident. Alors, le but, c'est parce que ça s'accumule dans le temps et ainsi de suite. Mais le but, finalement, c'était d'essayer de quantifier, donner une ordre de grandeur. Alors, quand Mircea citait qu'il y a des études qui ont montré que la pénalité de revenu était entre 22 et 26 mais même des fois jusqu'à 37 on voit qu'il y a un effet composé dans le temps, hein, un petit peu comme l'intérêt composé. Voilà. D'autant plus que plus l'épargne augmente, plus on peut investir, plus on peut accéder à la propriété, plus que le patrimoine va bien sûr augmenter en conséquence. Ce qui est intéressant, on s'attendait quand on pensait peut-être que les femmes allaient avoir un patrimoine moins élevé, mais finalement, il n'y a pas eu de différence significative à ce niveau-là, ce qui est intéressant. Bien sûr, le statut d'immigration, on voit que juste le fait d'être immigrant donne une pénalité patrimoniale de 23 Ça, c'est le groupe des célibataires. Alors voilà. Alors, on peut continuer. Maintenant, regardons les effets d'interaction, okay, pour arriver à tester nos autres hypothèses. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que, comparativement aux hommes non surqualifiés, l'homme surqualifié a une pénalité de 74 comparativement aux femmes surqualifiées qui ont une pénalité patrimoniale de 51 Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que d'une part, c'est à l'avantage des femmes, dans un sens. Et ce qui est encourageant, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire si les femmes avaient une plus grande pénalité patrimoniale que les hommes? Ça voudrait dire qu'elles seraient doublement désavantagées, à la fois sur le marché du travail en termes de revenus et d'une part en termes de l'accumulation patrimoniale. Regardons l'autre interaction ici entre l'immigration et la surqualification. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que, oui, il y a clairement une interaction. Le fait d'être à la fois immigrant et surqualifié augmente cette pénalité d'à peu près 10 points de pourcentage. Hein. La surqualification de base, c'est 66 la pénalité. Être à la fois immigrant et surqualifié, c'est 75 Alors, ce n'est pas astronomique. Comme vous savez, il y a différentes classes d'immigrants. Et les immigrants aussi, ça fait une grande différence éventuellement s'ils sont en couple avec des Canadiens, entre guillemets, de souche, et ainsi de suite. Mais là, c'est strictement au niveau individuel. Alors ici, on voit une interaction entre la scolarité et la surqualification. On voit en effet que, et c'est normal, on peut s'attendre que plus on atteint un degré élevé de scolarité, plus cette pénalité va être grande. Parce que malheureusement, on n'avait pas les données pour le doctorat. Hein. On voit que la pénalité d'être surqualifié augmente selon le niveau de scolarité. Hein. Par exemple, entre 65 la pénalité et 73 entre les bacs surqualifiés et les cycles supérieurs surqualifiés. Si on avait les données pour le doctorat, ça serait encore plus élevé. Ils sont ensemble, les deux. Oui, c'est ça, sont amalgamés ensemble. Maîtrise doctorat. Oui. C'est une limite de l'enquête. Alors, regardons maintenant les couples. Okay? Alors, grosso modo, c'est des statistiques descriptives. Ça ne vaut pas trop la peine de regarder en détail parce que c'est des différences groupes. Okay? Alors, grosso modo, on arrive à un modèle tout aussi explicatif autour de 42-43 de la variance. Regardons le modèle principal ici. Alors, on voit ici, là, on est dans une logique de couple. Hein. Vous comprenez l'idée? On ne peut pas départager le patrimoine à l'intérieur des couples. Alors,
mais ça nous permet aussi ça nous donne un certain clin d'œil sur peut-être les stratégies économiques entre les couples et le partage des tâches. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? OK. Alors, quand les deux sont surqualifiés, en effet, la pénalité patrimoniale est plus grande. Et c'est tout à fait logique. Pour les individus, la pénalité patrimoniale d'être surqualifiée était de 66 %. Quand les deux dans le ménage sont surqualifiés, bien là, on est à 83 %. Tout à fait logique, mais ce n'est pas une différence peut-être astronomique. Il y a aussi une différence si la personne surqualifiée est le principal soutien économique. Et ça va de soi, sauf que la différence n'est pas gigantesque. C'est entre quand la personne surqualifiée est le principal soutien économique, la pénalité est de 45 % comparativement à 41 % quand c'est la personne qui est le soutien secondaire. Ici, regardons le statut d'immigration. Bien sûr, ce n'est pas tous les immigrants qui sont mariés avec des immigrants. Hein. Alors, on voit qu'en termes d'accumulation patrimoniale, ça dépend si c'est des couples avec un immigrant, composés d'un immigrant ou deux. Alors, juste le fait d'être... c'est intéressant. Juste le fait d'avoir un immigrant, finalement, dans le couple, ne donne pas de pénalité patrimoniale. Okay? On voit un moins 8 % ici, mais ce n'est pas significatif. C'est vraiment quand... Il y a plein de raisons, hein, vous comprenez. Hein. Quand deux personnes arrivent dans un nouveau pays, il faut bâtir un réseau, sont un peu désemparés, tandis que si c'est un couple avec justement un immigrant, ben peut-être qu'ils sont formés à l'extérieur, sont arrivés ici, ils bénéficient d'un plus grand réseau, peut-être même qu'ils se sont formés ici, là, on ne sait pas. Mais grosso modo, quand les deux sont immigrants, là, on voit qu'il y a vraiment une pénalité patrimoniale qui est de l'ordre de 48 %. Plus bas, bien sûr. Alors, regardons un peu les interactions ici. Qu'est-ce qu'on voit essentiellement, c'est que, oui, il y a certaines différences. C'est juste, là, on a rajouté finalement le principal soutien économique, et ainsi de suite. On voit, ça confirme ce qu'on pensait aussi. Hein. Finalement, la pénalité, la plus petite pénalité, de la surqualification, c'est quand c'est la femme qui est le soutien secondaire. Okay. C'est tout à fait logique et c'est une différence d'ordre de grandeur de 20 % comparativement à 40 % quand c'est l'homme qui est le principal soutien économique et qui est surqualifié. Regardons maintenant l'interaction entre l'immigration et la surqualification. Là, il y a beaucoup de catégories de comparaison. Hein. On peut regarder ça en grand détail, mais grosso modo, l'essentiel, je dirais, c'est on compare les couples qui n'ont aucun immigrant et qui ne sont pas surqualifiés, et regardons la différence avec ceux qui n'ont aucun immigrant surqualifié. Là, la pénalité est de 76 %, je l'avais déjà mentionné. Et là, quand à la fois les deux sont immigrants et les deux sont surqualifiés, là, la pénalité économique augmente de 76 % à 82 %. Okay? Alors, ça montre... Ça nous permet un peu de chiffrer finalement leur sort. On aurait pu peut-être prédire que la pénalité serait plus grande, mais dans les immigrants, encore une fois, il y a des immigrants qui arrivent avec un grand patrimoine, des immigrants qui arrivent avec des réfugiés et ainsi de suite. On ne peut pas départager les deux ici. Mais bien sûr, il va y avoir des différences. Regardons ici maintenant l'interaction entre la scolarité et la surqualification. Là, à l'échelle du couple, là, ça donne un peu le vertige parce qu'il y a tellement de catégories qu'on peut comparer. Mais grosso modo, regardons juste les deux dernières catégories. On voit que comparativement aux personnes non surqualifiées, dont la catégorie de référence ici, c'est... vu que c'est le ménage, la catégorie de référence, c'est le ménage où il y a au moins une personne qui a un niveau de bac. Okay? Ça veut dire, parce que si vous y pensez... il y a des gens qui sont en couple, qui ont un baccalauréat, qui sont en couple avec des gens qui n'ont pas le secondaire, qui ont des doctorats. Alors, c'était une manière, finalement, de faire une catégorie de référence qui avait de l'allure. Alors, si on les compare aux couples dont les deux sont surqualifiés et dont le niveau maximum de scolarité est le baccalauréat, la pénalité est de 86 %. Et finalement, on voit que quand les deux sont surqualifiés et le maximum est... qu'une personne est au cycle supérieur, la pénalité est grosso modo similaire à ce qu'on voit avant, autour de 69 %.
Alors, grosso modo, si je fais un grand résumé, clairement, notre hypothèse de base, qui était vraiment le but du chapitre, c'était de montrer que la pénalité en termes de revenus de la surqualification se traduit certainement d'année en année, parce que, encore une fois, une différence de 22 pendant 10 ans, pendant 20 ans, ça se cumule. Aussi, je devrais dire, l'intérêt de faire ça, c'était, vu qu'on n'a pas nécessairement des données longitudinales et on ne sait pas pendant combien de temps les gens vont rester dans un état de surqualification. Il y en a qui, il y a toutes les situations possibles. Il y a des gens qui vont être là pendant 3 semaines. Il y a des gens qui vont être là pendant 30 ans. Alors, en regardant le patrimoine, par proxy, on a un peu une idée de la durée totale de la surqualification, dans un sens. Et même s'ils ont des fois été surqualifiés, après ça, ils ont trouvé un emploi en adéquation, et après ça, ils ont été surqualifiés, peu importe les entrées et les sorties, en somme toute, on peut quand même capter un petit peu cet effet. En ce qui concerne, c'est validé à la fois pour les individus et les couples, pour le nombre de personnes surqualifiées dans le ménage, c'est assez évident. En effet, c'est assez considérable. Quand les deux sont surqualifiés, la pénalité est plus grande. Pour le statut d'immigration, les deux sont validés. Cependant, ce qui va dans le sens commun, je dirais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il y a une personne immigrante dans le couple, là, il n'y a pas de pénalité économique. Alors ça, c'est une chose à considérer, hein, c'est une belle nuance, je dirais. En termes du genre, on n'a pas pu valider finalement que les femmes avaient une plus grande pénalité patrimoniale due à la surqualification. Okay? D'où au fait qu'elles sont femmes. Dû au fait qu'elles sont femmes. Ce qui est intéressant, qui sera creusé davantage dans notre article qu'on travaille en ce moment. Alors, en conclusion, vraiment, encore une fois, la pénalité de revenus de la surqualification se traduit certainement en une pénalité patrimoniale. Cette pénalité est mitigée, bien sûr, comme on vient de dire, par le nombre de personnes surqualifiées, si cette personne surqualifiée est à la fois le principal soutien économique et aussi par le statut d'immigration, mais non par le genre, cependant. Juste considération intéressante, le modèle explique à peu près 43% de la variance. Alors, c'est quoi la partie inexpliquée? Bien, ça serait des choses, bien sûr, comme l'héritage, la reproduction sociale, les transferts inter-vivos, la gravité aussi de la surqualification. On a utilisé une opérationnalisation où la surqualification était basée sur au moins 2 niveaux, mais avec peut-être une échelle plus fine, il y aurait certainement clairement, la pénalité va être mitigée par la gravité, bien sûr, et le temps de la surqualification, mais on n'a pas le temps. Comme je disais aussi, les années en état de surqualification. Bien sûr, comme limite, c'est des données transversales, ce n'est pas des données longitudinales. Ça donne un aperçu intéressant de manière synchronique sur des ordres de grandeur. Cela dit, si jamais on avait des données longitudinales, j'adorerais pouvoir les examiner. Alors, je vous remercie. Oui, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, j'aurais pu le mentionner. En termes de patrimoine, c'est vrai qu'il existe le phénomène des ménages, des individus qui ont un patrimoine négatif. Hein. C'est souvent des étudiants qui ont davantage de dettes d'études qu'ils ont d'actifs. Okay? Au Canada, c'est autour de 4 à 6 d'année en année. Okay? Et c'est largement des étudiants. Ou ça peut être aussi des gens dont la valeur de leur maison a vraiment chuté. Aux États-Unis, comme point de comparaison, à peu près 20% des ménages ont un patrimoine négatif dans le sillage de la crise économique de 2008. Alors, c'est une énorme différence. Alors, oui, dans cette étude, on a enlevé... Est-ce qu'on a enlevé les... je pense, oui, il a fallu les enlever parce qu'on a fait la transformation log. Alors, on a enlevé certainement les valeurs, les patrimoines négatifs. C'est une limite d'étude. Faut enlever ces gens-là. On les a mis à zéro. On les a mis à zéro. On les a exclus, en fait. Exclus. Okay. Oui. C'est toujours un peu le problème quand on travaille à partir du patrimoine. Il y a beaucoup des outils qui ont été développés pour le revenu. Hein. C'est tout à fait conventionnel de les enlever dans la littérature. Un exemple, par exemple, si on calcule le coefficient de Gini pour le patrimoine, les valeurs négatives, c'est un énorme problème. Parce que comment faire le cumul
Ouais, ça marche pas, là. Mais il y a eu des corrections qui ont été adoptées qui, en calculant, par exemple, la valeur absolue des données négatives, qui permettent de le faire. Ouais. Mais et éventuellement, il va y avoir de la sophistication méthodologique qui va être apportée. Mais voilà. Et on l'a testé, la gravité, mais là, il arrive un moment où on a tellement de variables, en rajoutant la gravité, on avait un problème de collinéarité. Parce que, tu sais, on a le ménage, on a tout ça. C'est pour ça qu'on l'a enlevé. Sur la gravité, peut-être, juste pour préciser une idée de notre résultat, là, les plus affectés, comme on a vu, c'est les femmes immigrantes. Il y a un effet multiplicateur de le fait d'être femme et le fait d'être immigrante. Et ça confirme un peu aussi les recherches que tu as fait, Brahim, sur ça. Là. Tandis que les femmes natives ici ne sont pas pénalisées du point de vue du patrimoine par le fait d'être femmes. Elles sont par le fait d'être surqualifiées. Tandis qu'ici, ce n'est pas un effet de cumulativité, mais multiplicateur. C'est ça. Oui, d'ailleurs, on avait déjà fait une autre présentation similaire et c'était une limite. C'est quelque chose en fait, qu'on pourrait peut-être rajouter dans notre article. Oui, ouais, rajouter cette interaction. C'est une excellente question. De mémoire, je peux vous répondre que certainement pour les pensions, on est capable de distinguer la valeur de rachat à la valeur simulée à la retraite. Cela dit, pour les polices d'assurance, ça serait à vérifier. Là, il faudrait que je relise le livre de code. Ça serait à discuter. D'ailleurs, je vais vous demander votre présentation PowerPoint parce que votre formule, je ne suis pas habitué de penser en ces termes de capital humain en tant que sociologue, mais je pense qu'on aurait intérêt à se parler pour voir qu'est-ce qui sera en Ça pourrait faire l'objet vraiment d'un bon article, là. Parce qu'on ne peut pas l'ajouter ici dans les nôtres. Peut-être qu'on peut vous inclure comme collaborateur et non pas voler votre idée. Mais ça touche à l'emploi, mais ça touche aussi à d'autres dimensions, c'est-à-dire ça touche à la dette d'études, par exemple. C'est pour nous les études, ça accumule de dettes. Ça touche à tout ce que toi... Oui, c'est vrai que ça touche à l'emploi, mais le patrimoine est formé de plusieurs choses. Mais je ne pense pas que c'est possible d'isoler ça. Là. À ce stade-là, il y aurait peut-être possibilité d'un proxy, faudrait que j'y pense. Mais c'est assez nouveau, les analyses sur le patrimoine. Pendant longtemps, on n'avait pas accès aux données. Hein. Et quand, je dirais qu'il y avait une lacune de théorisation à un certain niveau, parce que moi, quand j'ai eu accès aux données, finalement, quand j'ai fait mon doctorat, la sociologie a énormément étudié le capital, mais pas à ce degré de fin technique. Alors, je me retrouvais finalement comme jeune doctorant devant des données avec des termes et des types d'actifs financiers et non financiers qui étaient peu théorisés finalement. Heureusement, il y avait le grand livre de Piketty qui avait été publié juste un an ou deux après que j'ai commencé. Ça m'a vraiment aidé à théoriser la part, par exemple, du capital, comment décomposer le capital national en capital privé, capital public, et ainsi de suite. Pour le revenu, oui, je vais essayer d'en tenir compte d'une manière ou d'une autre, mais c'est clair qu'il y a des limites avec le patrimoine. Ça offre un regard intéressant et je vais jamais, je fais pas la conclusion ici que j'ai chiffré la pénalité patrimoniale parfaite, là. D'une part, comme j'ai souligné, il y a des variables que j'aurais aimé rajouter comme variables de contrôle que je n'avais pas, mais ça donne quand même un ordre de grandeur à quel point, je ne sais pas si c'est le pire scénario ou le meilleur, mais ça donne quand même une idée de comment la pénalité de revenu peut se traduire dans le temps. Et il y a un effet multiplicateur dans le temps quand même, hein, parce que si on est capable d'épargner en 5 ans une mise de fonds, ben, le patrimoine va augmenter beaucoup plus vite que si ça nous prend 20 ans pour accumuler une mise de fonds, par exemple. Alors, à suivre. Et sur les immigrants aussi, ce qui est intéressant, la conclusion, que quand il y a un immigrant dans les couples, donc la pénalité de la surqualification est presque nulle. Hein. C'est-à-dire, les moyens de s'intégrer dans une société, et ça je l'ai démontré avec des études sociologiques que j'ai fait sur les Français qui immigrent au Québec. Donc, la meilleure
le meilleur moyen d'intégration d'un immigrant, c'est marier quelqu'un de la place. Donc, c'est la conclusion de ça, là, et il n'y a pas de pénalité. C'est notre conclusion pratique. Ouais.